Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, guerre climatique, est-ce le nouveau péril? Avec notre invité, on en parle aujourd'hui, le politiste François Gémen, spécialiste de la gouvernance climatique et des migrations, membre du GIEC, le groupe d'experts qui a rendu fin février le deuxième volet de son 6e rapport d'évaluation et très récemment le 3e volet. Il a, avec Nicolas Rigaud et Bastien Alex, co-dirigé l'ouvrage collectif La guerre chaude, enjeux stratégiques du changement climatique aux presses de Sciences Po. Selon ses auteurs, si le réchauffement climatique s'aggrave encore, il rendra ce monde plus violent. La hausse des températures ne serait pas sans conséquence sur la sécurité mondiale. Alors que faire et à quelle échéance? On en parle avec vous, François Gémen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Avant de revenir sur ce vaste et passionnant travail collectif que vous avez mené, un mot de l'environnement dans cette campagne présidentielle. L'environnement, le combat du siècle, a dit le président candidat Emmanuel Macron en déplacement ce week-end à Marseille, une ville qui avait voté de manière assez importante, à plus de 30% pour Jean-Luc Mélenchon, dont le programme en matière d'environnement avait été jugé par certains spécialistes, comme Jean-Marc Jancovici, comme un des meilleurs sur la question verte. L'environnement, le combat du siècle, si c'est le cas, comment expliquer qu'on n'en ait pas plus parlé, plus débattu jusqu'ici dans cette campagne, François Gémen? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je pense d'abord qu'il y a une responsabilité des médias et effectivement un côté performatif dans l'interview médiatique. C'est-à-dire que si vous ne posez pas la question au candidat sur ce sujet, eh bien cette question n'est pas abordée et disparaît. Et puis je pense qu'il y a aussi une réalité qu'il faut regarder froidement, qui est que globalement, les gens n'ont pas très envie d'entendre parler du changement climatique parce qu'il apparaît comme une menace. La lutte contre le changement climatique apparaît comme une contrainte, est présentée en termes d'efforts ou de sacrifices, et c'est forcément quelque chose dont on n'aime pas parler. Et c'est vrai que lorsque le GIEC nous rappelle dans son dernier rapport que vous avez mentionné, que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, eh bien, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire et qu'en réalité, les objectifs qu'on a pris au moment de l'accord de Paris en 2015, eh bien, étaient des objectifs largement abstraits et théoriques, et que maintenant qu'on voit l'ampleur de la transformation à réaliser, on se rend compte, pour dire les choses très brutalement, qu'on n'y arrivera pas. Et que quelque part, nous sommes aujourd'hui sur des trajectoires qui ne nous permettent pas d'atteindre ces objectifs, et que dans toutes les élections, dans tous les pays industrialisés, les électeurs ne donnent pas mandat à leur gouvernement pour en faire davantage. On dit sans cesse, les gouvernements doivent agir, les gouvernements doivent en faire davantage, les gouvernements doivent revoir à la hausse leurs efforts. Mais la réalité, c'est que leurs électeurs ne leur demandent pas de faire davantage d'efforts. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gouvernements feraient davantage d'efforts. Disons que pour beaucoup, il y a pas mal de points qui semblent plus urgents aujourd'hui. Les fins de mois, Bien sûr. on l'évoquait, la question du pouvoir d'achat, et puis des crises qui sont pas imminentes, mais qui sont déjà là. La crise sanitaire, comme on l'a vu avec la pandémie qui nous occupe depuis plus de 2 ans maintenant, la guerre qui s'est déclenchée aux portes de l'Europe en Ukraine avec l'invasion russe, des thèmes qui ont quand même aussi beaucoup occupé cette campagne-là. Et l'écologie est passée une fois encore derrière, alors qu'on pensait que ce serait un des grands thèmes de cette campagne. Tout à fait. Notamment parce qu'on voit toujours un peu l'écologie comme un enjeu parmi d'autres, dans une case parmi d'autres, et que forcément, à chaque élection, ce sont d'autres enjeux qui deviennent prioritaires, qui apparaissent comme plus importants et plus urgents. Mais ce qu'il est important de comprendre, je crois, c'est à quel point la question du climat est un enjeu matriciel qui en réalité va recouvrer les autres enjeux. Vous avez mentionné la pandémie ou la guerre en Ukraine. Ces deux sujets sont très liés aussi à l'écologie et à la manière dont nous vivons. Vous avez, vous, choisi de vous engager dans cette campagne comme intellectuel, comme chercheur, avec vos idées que vous avez mis au service du candidat écologiste Yannick Jadot dans cette première campagne. Avant le premier tour, vous étiez président du conseil scientifique de Yannick Jadot. Pourquoi? Vous pensez que les chercheurs, les intellectuels ont aussi un rôle à jouer dans ce temps politique qu'est une campagne? Oui, je pense que les chercheurs ont un rôle à jouer important dans le débat public. Et je dirais même que c'est une sorte d'impératif moral, que face à l'urgence de la situation, je me voyais mal me contenter d'écrire des livres ou des articles et ne pas chercher à quelque part peser dans le débat public et quelque part à informer la décision politique. Et donc je ne pense pas du tout qu'il faille que les chercheurs se substituent aux décideurs, mais par contre je pense qu'il y a une nécessité un peu morale d'engagement, qu'on ne peut pas
quand on est chercheur sur le climat, qu'on ne peut pas sans cesse hurler au feu et puis rechigner à aider les pompiers. Et que quelque part, une posture d'attentisme, voire de neutralité, serait difficile à justifier moralement aujourd'hui au vu de l'urgence de la situation. Le fait que toutes ces thématiques, que la question environnementale ait fait un peu plouf dans cette campagne jusqu'ici, peut-être qu'elle va s'imposer dans ces derniers jours, mais on imagine qu'il y a eu une déception pour le membre du GIEC que vous êtes, pour le chercheur engagé sur ces questions-là depuis longtemps que vous êtes. Est-ce que c'était vraiment une surprise, par ailleurs ? Je ne peux pas dire que c'était une surprise, mais ça reste un dépit, parce que je crois qu'il faut réaliser que nous sommes à ce moment particulier de l'histoire de l'humanité où nous posons véritablement un choix de civilisation. C'est-à-dire ce choix de civilisation, c'est celui d'essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et donc de laisser une terre plus ou moins habitable à ceux et celles qui viendront après nous. Ou alors, c'est le choix de nous placer sur une trajectoire d'un réchauffement de l'ordre de 3 ou 4 degrés, si tout va bien, et donc de transférer le coût humain, mais aussi économique et financier, aux générations qui suivront, et en particulier à celles de nos enfants et petits-enfants. Et donc, c'est ce choix que nous faisons en quelque sorte en conscience. Vous vous rappelez qu'au début de la pandémie, que vous avez rappelé, certains gouvernements ont hésité entre deux choix de société. On a parlé de l'immunité de groupe notamment, et des gouvernements comme le gouvernement suédois ou britannique se sont demandé s'il ne fallait pas, au fond, sacrifier les plus vulnérables et protéger l'économie. Tandis que d'autres gouvernements, c'était le choix du gouvernement français, ont décidé plutôt de protéger les plus vulnérables, quitte à sacrifier l'économie. C'était vraiment un choix de civilisation qui nous questionnait aussi sur nos valeurs. Je pense que pour le changement climatique, les termes doivent être posés de la même manière, comme celui d'un choix de civilisation, et pas juste comme d'un alignement de mesures à prendre. Voilà, ce sont les termes du débat pour vous, François Je crois. Gémen, aujourd'hui. Le rapport du GIEC, un mot encore, et qui va faire le lien avec cet ouvrage dont on vous parle aujourd'hui, La guerre chaude, enjeu stratégique du changement climatique, que vous avez co-dirigé, François Gémen. 3 volets donc pour ce rapport du GIEC. Le premier portait sur la question du changement climatique et de ses échéances. Il semblerait, ou il annonçait, que le changement était plus rapide que prévu. Le deuxième volet porte plus sur la question des vulnérabilités face à la crise climatique, celui rendu fin février. Et là, il y a justement le lien qui se fait avec les thèmes que vous développez dans cet ouvrage. Le troisième est consacré aux solutions. Sur quel chapitre avez-vous, vous, le plus travaillé, François Gémen ? Donc moi, j'étais affecté au deuxième groupe de travail, donc qui porte sur la question des impacts et de la vulnérabilité, et plus spécifiquement au chapitre numéro 8, qui porte, pour ceux qui n'ont pas lu le rapport en détail, sur les questions de développement et d'inégalité. Bon, alors qu'est-ce qu'il disait ce chapitre 8 ? Je dirais que nous insistons beaucoup dans ce chapitre sur le fait que non seulement le changement climatique a le potentiel de creuser les inégalités au sein d'une société, ce qui était déjà assez connu, je dirais que l'élément nouveau que nous amenons, c'est le fait qu'une société qui est davantage inégalitaire est aussi davantage vulnérable aux effets du changement climatique. Et que donc on peut très rapidement entrer dans un cercle vicieux où le changement climatique rend la société davantage inégalitaire, ce qui la rend à son tour davantage vulnérable aux effets du changement climatique, a fortiori si l'on tient compte du fait que les mesures que nous prenons en réponse au changement climatique peuvent aussi accroître les inégalités au sein d'une société. Alors, exemple d'inégalité. Alors, vous parlez typiquement, des mesures technologiques, par exemple, comme celles qui visent à privilégier la voiture électrique ou les vélos électriques, ce sont des types de mobilité qui sont surtout accessibles aux classes les plus nanties de la population. Et donc, les plus pauvres et les plus isolés risquent d'avoir moins accès à des solutions de mobilité et de se retrouver pénalisés. Et le problème, c'est qu'une société, je dirais, avec des individus très isolés les uns des autres, perd toute une série de liens de solidarité qui sont des éléments essentiels de résilience face au choc climatique. Il y a à la fois des imbrications, comme vous venez de l'évoquer, François Gémen, entre inégalité et difficulté à mener ce combat de lutte contre le changement climatique. Il y a des imbrications, puis il y a souvent des intérêts contradictoires. C'est ce qu'on voit à chaque fois qu'on étudie toutes ces questions, les unes après les autres. Pour une photo globale de ce rapport du GIEC, on peut donc dire que la situation est alarmante, mais elle n'est pas sans solution. On va écouter les mots de Camille Etienne, activiste pour la justice climatique, sur les contradictions que souligne cette situation.
ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, des personnes meurent du dérèglement climatique et de tout ce qu'il cause. Là, je travaille aussi sur un projet de pipeline par Total qui s'appelle ICOP, qui est en train d'être fait entre l'Ouganda et la Tanzanie, qui est un des plus grands oléoducs chauffés au monde, qui est en train d'être construit. Chauffé parce que c'est du pétrole brut, donc il faut le chauffer pour qu'il devienne visqueux et qu'on puisse le déplacer environ à 50 degrés. Donc vous voyez quand même l'aberration, là où on en est, quoi. On en arrive à là. Le rapport est très clair sur ce point, c'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir des énergies fossiles du sol. C'est suicidaire en 2022, alors que la science est très claire, de créer d'autres projets pétroliers. Vraiment, on marche sur la tête. Et quand on voit que ces projets sont encore sur la table, sont encore discutés par nos banques, par nos assurances, par nos entreprises françaises, soutenues politiquement par nos dirigeants, eh bien, on se dit que oui, en effet, on a des raisons d'être pessimiste sur la voie qu'on est en train de prendre. Voilà, une aberration, selon Camille Etienne, qui s'explique par ces intérêts contradictoires qui sont en jeu et par cette apathie, cet aveuglement des États, des grandes entreprises face à cette urgence folle. Face à même, je dirais, cette apraxie, c'est un terme de psychologie ou de psychiatrie qui désigne le fait de savoir, mais de se trouver incapable d'agir. Et c'est ça qui est un peu désespérant, c'est que nous avons désormais la science qui nous informe et nous alerte. Nous avons les solutions qui sont disponibles et à notre disposition, mais nous faisons consciemment le choix de ne pas les utiliser et parfois même le choix, comme ça a été rappelé, d'aller dans l'autre sens. Et c'est là, je crois, où nous nous sommes peut-être leurrés avec le concept de transition écologique ou de transition énergétique, en présentant ça comme une sorte de mouvement naturel et spontané au terme duquel tout le monde serait gagnant, et quelque part en minimisant les résistances très fortes et les intérêts profondément contradictoires, les résistances très coriaces auxquelles nous allions devoir faire face. Ce que le rapport du GIEC met en évidence aussi, c'est le rôle des subventions publiques aux énergies fossiles, comme les subventions dont bénéficie cet oléoduc qui vient d'être évoqué. Rien que le fait d'arrêter cette subvention aux énergies fossiles permettrait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 10%. Mais même ça, nous ne le faisons pas. François Gémen, en 2007, le prix Nobel de la paix a été décerné conjointement au GIEC et à Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, pour les efforts qui avaient été communs et concentrés contre le réchauffement climatique. Dans la préface de cet ouvrage, La guerre chaude, vous avez convoqué le climatologue Jean Jouzel qui pose en ouverture cette question qui est en fait toute bête, qu'on ne sait pas, enfin, pour ma part, que je ne m'étais pas posée et qui est assez passionnante, c'est en quoi la lutte contre le réchauffement climatique justifie-t-elle un prix Nobel de la paix ? Quel lien peut-on faire entre les deux ? Bien sûr, plutôt qu'un prix Nobel de physique, puisqu'après tout, la plupart des gens du GIEC, en tout cas à l'époque, étaient des géophysiciens ou des astrophysiciens. Et effectivement, depuis l'attribution de ce prix Nobel, on se rend compte que la lutte contre le changement climatique est aussi une affaire de paix, de stabilité et de sécurité, et que les implications du changement climatique pour la sécurité, pour la paix dans le monde, sont véritablement multiples. À la fois parce qu'elles peuvent déstabiliser certains gouvernements et donc créer des États fragiles, incapables de répondre aux demandes de leur population, parce qu'elles peuvent générer des conflits et des tensions pour des ressources, et je pense en particulier à la question du territoire, parce que cette question du territoire et de la raréfaction des terres cultivables peut générer des formes de terrorisme, et on voit très bien aujourd'hui dans le nord du Burkina ou autour du lac Tchad une recrudescence des mouvements djihadistes qui est directement liée à cette question foncière. Et aussi parce que ça va modifier considérablement les terrains d'intervention des armées et les missions qui leur sont confiées, notamment les missions en termes de réponse à des catastrophes humanitaires. Et donc vraiment les ramifications sont très très larges et ne se résument pas à des conflits classiques entre États, mais il y a un véritable pouvoir de déstabilisation générale. Est-ce que vous diriez qu'on va aujourd'hui au-devant d'un grand péril, François Gémen ? Je dirais que nous sommes déjà dans ce grand péril et que parfois on a tendance à isoler la question climatique d'autres questions économiques et politiques sans réaliser à quel point toute une série de périls économiques ou politiques sont profondément liés à la question climatique ou auront des implications profondes sur la question climatique. Quand vous pensez par exemple qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance, de l'agriculture vivrière, qui est donc un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie, ça veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud ou dès qu'il pleut un peu moins, eh bien la moitié de la population d'Afrique subsaharienne perd sa principale source de revenus. Et que donc, bien entendu, il va y avoir
et il y a déjà des mouvements migratoires vers les villes, mais également des tensions liées aux terres cultivables. Et ce n'est évidemment qu'un exemple parmi d'autres. La guerre en Ukraine a également de profondes ramifications en matière climatique. Oui, alors, on dit, vous dites que les guerres sont énergivores, mais encore, on peut prendre l'exemple de la guerre en Ukraine qui se joue actuellement et qui nous a alertés sur nos interdépendances, et probablement en sens inverse, du côté des solutions, sur la nécessité d'une solidarité internationale, y compris autour de ces questions-là. Cette guerre a-t-elle aussi déjà ou aura-t-elle un impact sur l'action climatique pour vous, François Gémen, cette guerre en Ukraine? Oui, je crois qu'elle aura un impact énorme à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, parce qu'on se rend compte que notre dépendance aux hydrocarbures nous place aussi en situation de faiblesse par rapport à des régimes dictatoriaux ou autoritaires. Et il est frappant de voir aujourd'hui les spécialistes de défense et de sécurité tenir le même discours que celui des climatologues du GIEC, c'est-à-dire celui de la nécessité de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, non seulement pour des raisons climatiques, mais également pour des raisons géostratégiques, de paix et de sécurité. Et donc, je pense que cette guerre a le potentiel d'accélérer, quelque part, la transition énergétique dans certains pays. À moyen terme, une question fondamentale qui va se poser, c'est celle de la coopération internationale sur le changement climatique. Vous pouvez exclure la Russie du concours Eurovision de la chanson ou de la Coupe du monde de football, mais ça va être plus difficile de faire une COP27 sans la Russie ou potentiellement sans la Chine qui soutient la Russie. Et donc on se rend bien compte qu'il y a un risque de reconfiguration internationale et potentiellement de mise en cause de la coopération internationale et des mécanismes de coopération sur ces questions. La Russie n'est pas aussi isolée qu'on le croit. Elle a le soutien de la Chine. Potentiellement, elle aura celui de l'Inde demain, du Pakistan, du Venezuela, de l'Iran. C'est-à-dire 2 pays qui sont de très gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et moi, ce que je crains, c'est que les négociations climatiques se scindent un peu en deux processus de coopération internationale. Et je dirais que autant l'arme nucléaire au XXe siècle était l'assurance de destruction mutuelle, autant cette assurance de destruction mutuelle aujourd'hui au XXIe siècle, c'est le désengagement de la coopération contre le changement climatique. Et puis à long terme, je crois qu'il faut garder en tête le fait que la Russie va se trouver mise au banc de la communauté internationale pour longtemps et donc va se chercher des alliés. Et va notamment se chercher des alliés en Afrique et en Asie, et je pense qu'elle va parfois les acheter, notamment en proposant à plusieurs pays africains des céréales à bon prix et en réservant ces stocks de céréales aux pays qui la soutiendraient. Et potentiellement demain, surtout si l'Europe se prive des hydrocarbures russes, la Russie va chercher aussi à vendre ses hydrocarbures à des pays africains ou asiatiques, et donc risque effectivement de caler le développement de ces pays dans une voie très carbonée, et c'est là où il y a un enjeu, à mon avis, essentiel pour l'Europe aujourd'hui, qui est de travailler avec ces pays pour qu'ils choisissent une voie de développement décarbonée ou peu carbonée, plutôt qu'une voie de développement très carbonée. Et donc les répercussions de cette guerre sur la lutte contre le changement climatique, à mon sens, sont énormes, à court, à moyen et à long terme. Elles sont un exemple en tout cas très très concret de ce que vous décrivez dans cet ouvrage collectif La guerre chaude, ce chantage aux énergies que chacun se fait, les premiers en déclarant qu'ils ne s'approvisionneront plus là-bas, les autres en disant qu'ils ne fourniront plus ici. On y revient avec les mots, si vous le voulez bien, de Pierre Charbonnier. On a vu effectivement avec la guerre en Ukraine cette incroyable dépendance aux énergies fossiles russes de l'Europe. Pierre Charbonnier. Nous sommes en train de découvrir les conséquences néfastes de l'idée que l'interdépendance économique avait un rôle stabilisateur. Comme ça a été le cas dans l'entre-deux-guerres, typiquement, ça peut avoir pour effet de stimuler l'orientation des choix industriels et politiques vers plus d'autonomie stratégique, comme on dit aujourd'hui. Et on avait par le passé découvert les risques politiques de cette indépendance stratégique, de la fermeture des frontières économiques. Donc moi, je ne suis pas un idéologue économique et politique. Je ne vous dis pas la solution, c'est l'ouverture totale ou la fermeture totale. Dans les 2 cas, il y a des drames historiques. Il se trouve que l'effort de redirection écologique de nos économies va devoir se faire dans ce contexte de la fin de l'histoire, autrement dit dans un contexte d'élévation brutale des tensions géopolitiques.
Voilà, Pierre Charbonnier, philosophe, chargé de recherche au CNRS et à Sciences Po, auteur, on l'avait reçu pour ce grand ouvrage, vaste ouvrage, hein, cette réflexion qu'il avait menée autour des deux concepts d'abondance et liberté, ici autour de la grande table des idées. Avec vous, François Gémen, aujourd'hui, est-ce que cette redirection, hein, pour reprendre le terme employé par Pierre Charbonnier, nécessaire, obligatoire aujourd'hui, va être possiblement un frein ou un accélérateur, selon vous, vers une bonne transition? Je dirais que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On voit bien aujourd'hui combien certains pays, pour s'affranchir des hydrocarbures russes, risquent de se tourner vers le charbon, par exemple, ou vers du gaz de schiste, par exemple. Mais d'autres pourraient effectivement se saisir de la question pour accélérer leur transition. Et c'est là où Pierre Charbonnier introduit aussi un concept qui est intéressant, qui est celui d'écologie de guerre ou d'écologie mobilisée, qui est de se dire, effectivement, dans ce contexte de tension accrue, il va falloir mobiliser effectivement notre politique énergétique comme un instrument de paix et de stabilité, et aussi d'indépendance. On se rend bien compte que les choix qu'avait fait par exemple le gouvernement allemand de négocier avec les Russes, notamment en construisant ces gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, avaient aussi pour but d'essayer de pacifier la relation avec la Russie, et on se rend bien compte que c'était une erreur de politique étrangère monumentale que l'ancien président allemand Steinmeier reconnaît volontiers d'ailleurs. Et donc, on voit bien aujourd'hui que cette question, effectivement, écologique, est mobilisée pour des questions géostratégiques. Comme je le disais, aujourd'hui, le GIEC et les experts de défense et de sécurité disent à peu près la même chose. Mais comment la rediriger donc pour qu'elle ne soit plus simplement cette question une arme de guerre, comme c'est plus le cas aujourd'hui, qu'une arme de paix, en fait, hein, et ça, vous le dites, autour de la question des négociations. Mais comment en faire une solution? La difficulté dans la négociation internationale, c'est que nous savons parfaitement que si les pays en développement et les pays émergents choisissent des voies de développement carbonées, c'est-à-dire à base de l'exploitation des énergies fossiles, nous n'allons pas parvenir quelque part à stabiliser le monde à une température qui reste habitable. Mais comme nous avons construit tout notre développement à base de l'exploitation de ces énergies fossiles, nous n'avons évidemment aucune légitimité à leur dire comment faire. Et donc l'enjeu, c'est de travailler avec ces pays pour qu'il soit plus intéressant pour ces pays de choisir des voies de développement non carbonées, notamment à partir des énergies renouvelables, plutôt qu'à partir des énergies fossiles. Et c'est là, je crois, où il faut projeter notre action climatique bien davantage en dehors de nos frontières, parce que c'est là que nous allons pouvoir construire avec ces pays qui risquent d'être demain les grands émetteurs une sorte de relation de partenariat autour des énergies renouvelables plutôt qu'une relation de dépendance autour des énergies fossiles. J'aimerais revenir sur le titre de cet ouvrage collectif, La guerre chaude. On entend bien qu'elle serait le pendant de la guerre froide qui a occupé une bonne partie du XXe siècle. François Gémen, quelles sont les caractéristiques de cette guerre chaude? Je dirais que la caractéristique principale, c'est qu'effectivement, un monde plus chaud va être aussi un monde plus violent, et que nous observons à travers l'histoire une corrélation très forte entre des variations de température et l'occurrence de conflits ou de tensions. Aujourd'hui, un bon nombre de conflits et de tensions en Afrique notamment sont directement liés à l'élévation des températures ou aux variations de la pluviométrie, notamment parce qu'il y a des tensions entre les pasteurs nomades et les agriculteurs sédentaires, ou que certains agriculteurs doivent convoiter les terres d'autres, ce qui en retour donne naissance à des groupes armés qui se proposent de défendre les terres, et que véritablement le changement climatique a un pouvoir déstabilisateur très très fort, et que nous devons nous rendre compte à quel point les conditions de notre stabilité politique et économique dépendent profondément de la stabilité climatique, et que donc si nous allons vers un climat de plus en plus instable, nous allons aussi vers un monde qui sera
politiquement et économiquement plus instable. Vous avez évoqué le cas des pénuries alimentaires, de la question alimentaire, première victime aussi de ces guerres chaudes ou de cette guerre chaude à l'avenir. Ce seront les hommes qui vont devoir se déplacer massivement. Et c'est la question des migrations sur laquelle vous avez aussi beaucoup travaillé, François Gémen. C'est une des conséquences de ces guerres chaudes à l'avenir, des exils, des déplacements nombreux pour fuir la faim, les bouleversements climatiques, ses conséquences, comme la beauté des eaux dont on a beaucoup parlé. À quel horizon réfléchit-on sur cette question et de combien de millions de personnes parle-t-on Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui en réalité. Nous devrions déjà en parler au présent. Et souvent, nous sommes un peu aveugles à ces mouvements migratoires parce qu'ils se produisent généralement à l'intérieur des frontières des pays concernés. Mais pour l'année 2020, par exemple, il y a déjà eu 30 millions de personnes déplacées par des événements climatiques extrêmes. C'est environ 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées au cours de cette année par des conflits ou par des violences. Et à ce chiffre, il faut évidemment ajouter ceux qui se déplacent à cause de dégradations plus lentes de l'environnement, comme la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. La question que va véritablement nous poser le changement climatique, c'est la question de l'habitabilité de la planète. Un des enjeux de respecter les objectifs de l'accord de Paris, c'est de garder l'ensemble des régions du monde habitables. Mais nous savons que si nous passons au-delà des 2 degrés, certaines régions vont devenir littéralement inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, soit parce que toute forme d'agriculture y sera devenue impossible. Et donc, la question, c'est de voir comment nous allons pouvoir gérer cette forme de redistribution géographique de la population mondiale. Et on voit, quand on regarde le débat actuel sur l'asile et l'immigration, que nous ne sommes évidemment pas du tout préparés. Et effectivement, potentiellement, nous discutons de plusieurs centaines de millions de personnes et donc de flux migratoires beaucoup plus importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Vous évoquez des causes quand même multifactorielles et il en va de même pour les conséquences. Comment faire ? Comment harmoniser, trouver des solutions à échelle mondiale si on ne parvient pas à isoler aussi les causes, comprendre réellement comment et vers quoi porter nos efforts ? Bien sûr, parce que nous avons volontiers tendance à isoler encore les causes les unes des autres. Si je prends la question des migrations, par exemple, nous avons volontiers tendance à classer les gens en catégories selon leurs motifs de départ, à isoler les réfugiés politiques d'un côté et les migrants économiques de l'autre. Mais si l'on prend la question des migrants économiques qui arrivent aujourd'hui sur les côtes européennes, si on s'intéressait un peu aux diverses phases de leur migration, on se rendrait compte que un des grands motifs qui les fait quitter leur village en premier lieu, c'est la dégradation des sols et le fait que leur famille ne peut plus tirer un revenu suffisant de l'agriculture, ce qui les pousse à envoyer un ou plusieurs de leurs fils en ville et puis de proche en proche, ils arrivent parfois en Europe. Et donc, une partie importante des migrants que nous qualifions de migrants économiques en Europe, nous pourrions les appeler migrants climatiques, simplement parce que pour les gens, eh bien, les causes économiques de leur migration, c'est la même chose que des causes climatiques. C'est au fond une vision très occidentale des choses que de séparer l'environnement de l'économie. Pour une bonne partie des gens sur la planète, leurs ressources économiques dépendent intrinsèquement des conditions environnementales. Et donc, ce qu'il faut comprendre, si l'on veut s'attaquer aux causes aujourd'hui, c'est à quel point ces causes sont liées entre elles et vont s'influencer mutuellement plutôt que d'être isolées les unes des autres. Et pour y parvenir, il ne suffit pas de mobiliser les grands décideurs, les entreprises privées, les citoyens. Il faut aussi, dites-vous, dans cet ouvrage de géopolitique, en fait, mobiliser aussi l'armée. Ça, c'est une proposition intéressante, c'est-à-dire ne plus mettre nos armées au service de la guerre, mais les mettre au service de la paix et notamment de la protection de l'environnement. C'est un vrai changement de paradigme. C'est un vrai changement de paradigme et j'ai envie de dire que parmi les grands corps de l'État, c'est peut-être l'armée qui a la vision la plus prospective de ces enjeux. L'armée, c'est un des rares endroits où l'on fait encore de la prospective à 40, à 50 ou à 60 ans. Et je dirais que beaucoup, notamment au sein de l'armée française, ont bien compris les enjeux fondamentaux que le changement climatique posait pour leur mission à l'avenir. Alors où est-ce que vous enverrez l'armée belge ou française là demain immédiatement pour quel secours humanitaire, pour quelle forêt à protéger Mais déjà, la question des secours humanitaires est intéressante. Aujourd'hui, les forces armées sont de plus en plus fréquemment mobilisées
pour venir en aide aux populations sinistrées par des catastrophes ou par des événements climatiques, ça ne faisait pas partie des missions traditionnelles de l'armée. Un exemple tout à fait significatif, c'est l'Australie. La doctrine militaire australienne prévoyait jadis que les officiers de réserve ne pouvaient être mobilisés que pour les opérations extérieures. Mais depuis les vagues d'inondations et d'incendies qui ont ravagé l'Australie, la doctrine militaire australienne a changé et prévoit désormais que les officiers de réserve peuvent aussi être mobilisés sur le sol australien pour venir en aide aux populations sinistrées. Et tous les militaires français avec lesquels nous travaillons sont aussi de plus en plus souvent sollicités pour ces questions humanitaires ou pour des questions de surveillance maritime également, qui est un autre enjeu fondamental lié au changement climatique. Alors il y a des vrais points chauds dans ces guerres, ou cette guerre chaude, François Gémen, un peu partout sur le globe. Je voudrais qu'on termine avec un monde un peu oublié, c'est l'Arctique. L'Arctique dont Alexandre Tête, qui s'est chargé du chapitre dans cet ouvrage collectif sur la guerre chaude, nous rappelle que l'Arctique était au cœur de la confrontation entre l'Union soviétique et les États-Unis, que l'Arctique ne constituait plus un enjeu stratégique depuis la fin de la guerre froide. Il en redevient un avec le début de la guerre chaude, tel que vous la théorisé, conceptualisé avec Nicolas Régaud, Bastien Alex, François Gémen aujourd'hui dans cet ouvrage, je le disais, collectif. L'Arctique, la fonte des glaces. Est-ce qu'on peut imaginer une exacerbation des tensions, des conflits à partir de cette zone arctique, ou au contraire, est-ce qu'elle sera le laboratoire d'une meilleure coopération entre les États ? Tout dépend de la manière dont cet enjeu va être traité politiquement. Effectivement, l'Arctique, qui est aujourd'hui devenu quelque part une source de tension et d'affrontement géopolitique, peut être considéré comme une sorte de laboratoire aussi de tensions à venir, mais ça implique aussi, on le voit bien, davantage de mécanismes de gouvernance et de coopération, et quelque part ce qu'on pourra mettre en place autour de la gouvernance de l'Arctique pourra nous servir à bien d'autres endroits, et je pense notamment à des bassins fluviaux transfrontaliers. C'est le cas de 2 bassins fluviaux sur 3 dans le monde qui sont partagés entre 2 ou plusieurs pays. Et donc, la nécessité de mécanismes de gouvernance et de coopération sur ces ressources communes n'est jamais apparue de façon aussi évidente, je dirais. François Gémen, est-ce que vous concluriez avec Nicolas Régaud et le cas de la France en disant que nous sommes pour l'heure un acteur très engagé ou assez engagé dans la sécurité climatique, mais qu'on agit en ordre vraiment dispersé. Oui, on n'a pas canalisé nos énergies pour l'instant. Je dirais que la France, il faut reconnaître ce mérite à l'armée française, quelque part s'est saisie de cette question depuis 2016, notamment en créant un observatoire climat et défense au sein du ministère des Armées, et donc a développé une vision à la fois de veille sur les enjeux, mais aussi une vision prospective, et c'est un impératif, puisque plus de la moitié des militaires français sont déployés en dehors des frontières de la France métropolitaine. L'enjeu demain, ça sera sans doute de construire une véritable coopération européenne sur ces enjeux, et effectivement, on voit qu'on avance pour le moment en ordre dispersé et que ce n'est pas encore une priorité dans tous les pays du monde, et donc la France a certainement quelque part un rôle pionnier à jouer là aussi sur ce sujet. Voilà, c'est symbolique. Si le réchauffement climatique devient l'une des principales préoccupations de l'armée, ça veut dire que ce sera réellement le nouvel ennemi numéro 1, le réchauffement climatique. Et j'ai envie de dire que ce le sera véritablement lorsque les pays cesseront quelque part de conserver des réserves stratégiques de pétrole. On saura que nous sommes définitivement sortis de l'âge des fossiles lorsque ces réserves stratégiques de pétrole auront été remplacées par autre chose. Mais ça, je ne suis pas sûr de le voir de mon vivant. Merci beaucoup François Gémen. La guerre chaude, enjeu stratégique du changement climatique, préfacé par Jean Jouzel. Cet ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Nicolas Régaud et Bastien Alex vient de paraître aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir reçu. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Lucas Bretoni avec Violaine Malstaff pour cette Grande Table des idées. Merci à Oriane Delacroix avec Lila Bozès pour la Grande Table Culture, accompagnée d'Henri Leblanc. C'était Louis-Valentin Faury à la réalisation aujourd'hui avec Dali Yar.